On commence donc en 77. Quel souvenir toi tu gardes de la sortie, parce que je sais que tu as vu le film en salle, et est-ce qu'à cette époque-là on se doutait déjà que ça allait devenir révolutionnaire? J'ai découvert Star Wars en salle à mon arrivée en France en fait. Donc j'étais arrivé probablement après la sortie phénoménale du film. J'ai dû le voir, je sais pas, on va dire 2-3 mois après sa sortie. Et c'est mon premier souvenir de salle de cinéma. Donc j'étais pas du tout imprégné du buzz qu'il y avait pu y avoir à l'époque autour du film, qui a quand même été un certain succès en France. Ça n'a pas été en France le carton stupéfiant que ça a pu être aux États-Unis. Il faut noter, en regardant le box-office de l'année, je crois qu'il doit y avoir peut-être un James Bond au-dessus ou un Belmondo, des choses comme ça. La France avait encore à cette époque-là pas mal de résistance à l'impérialisme hollywoodien. Donc j'étais totalement vierge. J'ai vraiment pris ce film comme un truc sorti de nulle part. Et ça a été un choc assez certain qui a un petit peu déterminé le reste de mon existence, c'est sûr, puisque j'étais convaincu que tous les films de cinéma c'était la même chose, c'était au moins ce niveau de qualité. J'ai commencé à déchanter par la suite. Donc j'ai pas vraiment été totalement dans le buzz, j'ai plus vécu ce buzz-là à la sortie de l'Empire contre-attaque, du coup, qui a eu lieu 3 ans plus tard. Et là encore, en France, il est bon de replacer le contexte, j'ai pas le souvenir que ce fut aussi énorme que cela. C'est un film important, bien sûr, on en parlait à la télévision, mais quand même avec une certaine... plus que de l'ironie, enfin à peine déguisée, il y a quelque chose, bon, le truc pour les enfants est sorti, c'est en salle. Ça n'a rien à voir avec la sortie par exemple de l'épisode 1, qui a été découvert en France comme quelque chose d'énorme, des semaines à l'avance, etc. J'ai le souvenir en fait d'avoir vu l'affiche de l'Empire contre-attaque sans même savoir que le film sortait. Je savais qu'il y avait un film qui allait arriver, mais je ne savais pas quand. Donc l'affiche a été mon premier contact avec... et pourtant, comme tous les gamins de cette époque, je regardais la télévision régulièrement et tout ça. Mais il faut aussi savoir qu'à l'époque, les blockbusters hollywoodiens n'avaient pas du tout la même existence médiatique qu'ils ont aujourd'hui, pour une simple et bonne raison, c'est que les films hollywoodiens étaient distribués par des distributeurs français. Et que ces distributeurs faisaient les choses à la française, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les Français, en tout cas ceux de l'époque, étaient très méfiants vis-à-vis du marketing, ce genre de choses-là, donc on y allait assez doucement. Et j'en ai pour preuve que lorsqu'on cherchait de la documentation là-dessus, lorsque j'ai commencé à chercher des magazines qui traitent des aventures de l'Arche perdue notamment, et un petit peu de l'Empire contre-attaque, je ne trouvais pas. On trouvait du merchandising, des albums à colorier, ou je ne sais trop quoi, mais des articles, d'interviews, des choses comme ça se faisait pas, on voyait pas trop l'intérêt. Lucas, Spielberg, leur nom était sur l'affiche, mais c'était pas des vedettes médiatiques, en tout cas en France. D'accord. 1980, l'Empire contre-attaque, c'est le meilleur film de la saga? Alors l'Empire contre-attaque, est-ce que c'est le meilleur film de la saga? C'est mon préféré, ça c'est sûr. Je crois que c'est le préféré d'un bon nombre de fans de Star Wars. Ça n'a pas été le cas au moment de sa sortie pour beaucoup. Moi j'ai été complètement transporté. Je pense que pour des gens de mon âge avoisinant, ce qui avait très bien avec l'Empire contre-attaque, c'est que ça avait suivi l'évolution de son public. On découvrait Star Wars, on va dire, gamin. 3 ans plus tard, théoriquement, on commençait à approcher l'adolescence. Moi j'étais plus petit que ça, mais on avait l'impression que le film avait un peu suivi notre évolution en fait. Et du coup, ça a été un sacré beau cadeau. J'ai le souvenir aussi d'être très déconcerté par la structure du film. On va dire que la grosse scène finale étant au début, et puis ça se termine sur un cliffhanger, etc. Il y avait quelque chose d'un peu presque traumatisant de sortir de la salle comme ça avec ce truc en suspension, de ne pas savoir ce qui va advenir de nos héros, et la certitude d'avoir à attendre au moins 3 ans pour avoir une réponse, ça aussi c'était pas simple. Ça n'avait à ma connaissance jamais été tenté, en tout cas jamais été tenté à une aussi grosse échelle. Donc dans les cours de récréation, c'était assez fiévreux à ce niveau-là. Et j'ai un souvenir assez précis des projections qui avaient été faites sur ce qui se passerait ensuite. Et ça, c'est très très intéressant parce que j'ai eu l'occasion d'en parler beaucoup plus tard avec le producteur Gary Kurtz.
au lendemain de l'Empire contre-attaque, donc tous les gamins de mon école étaient convaincus que Han Solo serait sauvé par ses amis, bien sûr, de la situation dans laquelle il s'était trouvé, cryogénisé, tout ça, mais qu'ensuite il déciderait de se sacrifier pour eux, en laissant la vie. On était parfaitement convaincus que ça allait être ça. Et donc j'en ai discuté plus tard, parce que Kurtz a fini par révéler des années plus tard que c'était un des axes qui avait été choisi pour la revanche du Jedi, comme le film s'appelait au départ, que pour eux il ne faisait pas de doute qu'évidemment Solo, après avoir montré autant d'impétuosité, de fierté, de refus de croire dans les premiers épisodes, allait devenir au contraire celui qui aborde, qui prend fait et cause, et qui donc prend fait et cause littéralement, totalement, en donnant sa vie pour les autres. Donc c'était intéressant parce qu'en fait on était, sans le savoir gamin, déjà sous l'angle de la lecture archétypale. Le personnage de Han Solo, on avait, sans s'en rendre compte, on avait réalisé l'archétype qu'il était, et cet archétype était condamné à mourir pour ses amis. Et donc c'était très intéressant parce que le fait que Lucas n'ait pas choisi cette voie pour conclure la saga montre aussi qu'il a décidé de se détourner de l'archétype qui s'était construit sur les deux premiers films. D'accord. 83, le retour du Jedi, Daisy Hawks, un solo un peu différent, Richard Marquand et Per Erwin Kirchner à la réalisation. Alors bon, ça c'est pour l'anecdote, hein, mais le retour du Jedi, je ne l'ai pas vu le jour de sa sortie parce que j'étais puni par ma mère. Et donc j'ai dû attendre une semaine avant de le voir. Donc c'était une torture et tous mes camarades de classe l'avaient vu avant moi. Donc j'ai fini par me précipiter en salle et il est évident que je voulais désespérément aimer ce film. Et il est évident aussi que j'avais quelques difficultés à l'aimer totalement. Mais il m'a fallu quand même plusieurs semaines pour reconnaître qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et ce qui clochait, c'est tout simplement que ce film n'avait pas suivi mon évolution à moi, il n'avait pas suivi l'évolution d'ailleurs de mes camarades non plus. On était un peu plus âgés encore, et on avait gagné en maturité, et voilà un film qui nous invitait à retomber complètement dans la petite enfance, à un stade antérieur même à celui du premier Star Wars, et ça c'était assez difficile. Ça c'est on va dire pour le décorum. Mais au fond, ce qui nous gênait vraiment, c'était encore une fois cette histoire archétypale. Évidemment, à cet âge-là, on ne parle pas de mythologie, on ne parle pas de ce genre de choses-là, mais fondamentalement, ce qui se passait en nous, c'est qu'on était parti dans une direction et qu'on nous interdisait d'y accéder. Et quand j'ai découvert des années plus tard l'interview que Gary Kurtz avait donnée sur un site américain, donc où il expliquait quelle devait être la fin de la revanche du Jedi, effectivement c'était stupéfiant parce que c'était la fin qu'on attendait tous. Donc évidemment le sacrifice de Solo, mais aussi le fait que Leia reprenne ses fonctions de reine et donc mette entre parenthèses la personne qu'elle a été. C'est-à-dire qu'en fait cette guerre-là, sur ces 3 épisodes, aura été l'occasion pour elle de sortir de son rôle protocolaire, pour révéler un peu de sa personnalité, notamment dans la romance qu'elle a avec Solo, etc. Et qu'à la fin du film, elle devait retourner à ses fonctions, c'est-à-dire redevenir une reine fermée, etc. Et puis, bien sûr, l'idée la plus merveilleuse de toutes, qui était celle de Luke Skywalker, qui à la fin retourne sur Tatooine et se cache le visage sous sa bure de moine, et on le voit partir dans le désert, en ne sachant plus si cette silhouette est celle de Luke Skywalker ou d'Obi-Wan Kenobi. Très bien. D'une manière plus générale, comment est-ce que toi tu expliques le succès colossal de ces 3 premiers films et aussi le fait que ça ait marqué autant de gens et autant la culture populaire, encore maintenant, encore des gens qui citent Star Wars tous les jours. Alors, bon, les premières analyses qui ont été faites du succès Star Wars, enfin je veux dire les analyses pas trop idiotes, celles qui ne prennent pas les gens pour des idiots, touchaient à l'histoire du cinéma lui-même, c'est-à-dire là où en était le cinéma des années 70. Et qui la raison pour laquelle des films comme Les Dents de la Mer et Star Wars ont tout d'un coup décollé comme ça, c'est que le cinéma hollywoodien des années 70, c'était un cinéma qui ne s'adressait plus au public le plus large. C'était l'époque des films à thème de Redford et Warren Beatty, et de Bogdanovich, et de Robert Altman, et de tout ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood, sur lesquels la critique c'est beaucoup touché dans tous les sens, mais en oubliant un peu une chose fondamentale, c'est que c'est aussi le seuil de fréquentation le plus bas dans l'histoire du cinéma américain. Les gens n'allaient tout simplement plus au cinéma. Pourquoi ? Parce que ces films-là, on n'en reparlait pas.
Alors c'est des films qui parlaient beaucoup, certainement, de plein de sujets de société, mais ça ne parlait pas directement. Et tout d'un coup, voilà, coup sur coup, 2 films qui sont sortis, et qui renouaient avec une tradition perdue de raconteur d'histoire. Vraiment de l'histoire que l'on raconte au coin du feu, et qui n'est pas une histoire marquée dans le temps, qui n'est pas sur un sujet social, un sujet du moment, etc., qui est quelque chose, on va vous parler de vous. Star Wars, ça marche parce que, au fond, ça parle de nous. Et ça, c'est toute la démonstration du livre de Joseph Campbell, Le héros aux 1000 visages, sur lequel Lucas a travaillé lorsqu'il bossait sur son script. C'est que la raison pour laquelle, depuis la nuit des temps, les êtres humains se racontent toujours et encore et encore et toujours la même histoire de ce héros archétypal qui revient sous différentes figures, mais dont les actions sont toujours les mêmes, dont le parcours est toujours le même, c'est pas par manque d'imagination, c'est tout simplement parce que ce cycle que vit le héros nous raconte quelque chose de très important sur ce qu'est être humain, sur ce que cela représente. Et que donc, lorsqu'on nous raconte cette histoire-là, en fait, on fait revivre en nous cette sensation. D'ailleurs, quand on découvre des films de cet acabit-là, c'est pas compliqué, il suffit de voir l'état dans lequel on est lorsqu'on sort de la salle. On se sent vivant. On se sent vivant comme si on venait de vivre une expérience forte. Pour ressentir quelque chose aussi fort, il faut pratiquement, je sais pas moi, survivre à un accident de voiture, quelque chose comme ça. Tout d'un coup, on se dit, voilà, j'avais oublié, je suis un être vivant. Et ces films, d'une certaine façon, nous rappellent ça. Pour moi, le succès, il est là. Alors après, Star Wars, remettons donc le contexte dans l'époque, le succès ne se fait pas comme il se fait aujourd'hui. Le film il sort aux États-Unis dans 37 salles seulement, parce qu'il n'y a pas encore à l'époque cette politique de blockbuster systématique. C'est réservé à quelques rares films de studio de pouvoir sortir sur un gros circuit de salles, mais Star Wars il sort dans 37 salles. Et ce qui s'est passé sur le premier Star Wars, c'est que, donc, le cinéma hollywoodien ne présentait plus de films comme ça c'est une chose donnée, et aussi 2, il y a une population qui était... une communauté qui était née aux États-Unis et qui était complètement sous le radar des directeurs marketing de studios. C'est ce qu'on allait appeler plus tard les geeks, les nerds, tout ce qu'on veut. Ces gens qui allaient dans des conventions d'informatique, ce qui à l'époque était un truc complètement de SF. Bon, voilà, les boutonneux des universités, calés en sciences et qui lisent beaucoup de littérature de science-fiction, qui étaient aussi à l'époque les premiers joueurs de Donjons et Dragons, etc. Cette population-là, elle n'existait pas pour les gens du marketing, tout simplement. Et en fait, Kurt et, je ne sais plus son nom, ça m'échappe, un mec qui s'appelait Charles quelque chose, qui était le responsable du marketing chez Lucasfilm à l'époque, sont allés dans ces conventions-là pour laisser des posters, etc., des films. Et je pense, eux-mêmes sans le savoir, ils ont planté ce qui allait devenir la première étincelle. Parce que cette population, elle n'était pas énorme, mais elle est arrivée le même jour à la première séance du film. C'est eux qui ont vraiment lancé le truc. Et dès l'instant où les toutes premières séances du film ont été aussi blindées, il y a cette anecdote superbe du jour de la sortie où Carey Kurtz devait donner une interview à la radio. Donc c'était le soir, le film était sorti le matin. Et ils reçoivent un appel d'un auditeur qui dit qu'il a adoré le film, il commence vraiment à partir sur le film et tout ça. Alors Kurtz était ravi, mais il était surpris par la précision avec laquelle le type était en train de décrire pratiquement chaque scène du film, et il lui dit mais vous avez une mémoire phénoménale, vous racontez le film presque dans le détail. Et le gars dit, en fait, je l'ai vu 6 fois aujourd'hui. Il n'était pas sorti de la salle de toute la journée. Et c'est seulement, Kurt disait que c'est là qu'il a commencé à comprendre ce qui les attendait. Donc cette population geek, elle a donné le premier coup d'envoi, et ensuite, du coup, les médias ont été obligés d'en parler. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un film qui fait ça le comble, alors que jusque-là, ça représentait rien du tout. Et donc, comme le film est sorti en mai, durant le mois de juillet et août, toute la population américaine est en vacances, et c'est l'époque où les gens vont traditionnellement le plus dans les salles de cinéma, c'est là que les familles se sont dit « Ah il paraît qu'il y a ce machin de science-fiction qui plaît beaucoup, allons-y ». Et donc ces familles sont allées voir Star Wars. Et donc là, c'est vraiment pendant juillet et août que le phénomène, on va dire, a pris son envol. Mais là, ça s'est fait en plusieurs temps. Ça, c'est pour le contexte de l'époque. Mais d'un point de vue plus général, le succès, et notamment le succès à long terme, il est dû, je pense, à l'aspect mythologique.